Vous écoutez La Voix du collectif. Bienvenue! La Voix du collectif, c'est un reportage sur les modèles agricoles en collectif, porté par l'association Paroles de paysans. Nous sommes Julia et Judith, 2 étudiantes en agronomie, et pendant 4 mois, on est en immersion au sein de collectifs agricoles. On vous invite à suivre notre expérience à travers une série de podcasts, dont voici le 4e épisode. Dans cet épisode, on se rend sur le Larzac. Depuis Millau, on grimpe à vélo jusqu'au plateau karstique. L'effort physique est intense, mais la vue qui s'offre à nous le compense largement. Apparaissent d'abord les gorges du Tarn et le viaduc de Millau, et bientôt, le vaste causse du Larzac. On laisse Christian Roquayrol, un des militants historiques de la lutte qui s'est déroulée sur le plateau dans les années 70, nous décrire un peu plus le paysage et le contexte agricole. Je m'appelle Christian Roquayrol. Je suis habitant sur Saint-Sauveur-du-Larzac depuis 1986, mais j'y suis installé en tant que paysan depuis 1981. Et avant ça, je suis arrivé sur le Larzac en 1975 en tant qu'objecteur de conscience et j'ai participé à plusieurs occupations de ferme, à commencer par les truelles et ensuite le Cune. Et après un an passé au Cune, je me suis installé sur une autre ferme à Cavaillès, près d'ici, avec un berger, un ouvrier agricole qui voulait s'installer aussi sur une ferme, toujours en squattant des fermes qui appartenaient à l'armée, pour y faire de l'agriculture. Là. Bon, déjà, faut dire que le Larzac, vous l'avez vu, vous le constatez, c'est un pays relativement pauvre au niveau agricole. Au niveau terres labourables, on va dire que c'est 10% des terres qui sont labourables, ou travaillables. Le reste, ce sont des parcours ou des bois, ou des parcours boisés. Il y a les deux. Il y a toutes les gradations quoi, en fonction de l'embroussaillement, etc. Et c'est un pays qui est fragile aussi au niveau de sa flore, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et la dynamique depuis pas mal d'années, c'est plutôt l'enforestement. C'est un endroit qui était constitué que de pelouse. Et là, on le voit bien dans le paysage en face. Il y a de plus en plus de forêts, surtout sur les travers, mais ça monte Montredon. Moi, quand j'ai vu des photos aériennes des années 50, en noir et blanc, il n'y avait pas d'arbres entre Montredon et Saint-Sauveur. Et là, il y a une forêt, quoi, de plusieurs centaines d'hectares. Et donc, ça fait partie de la problématique, récupérer un peu de pâturage sous les sous-bois, plutôt que de laisser la forêt et éviter l'agrandissement de la forêt. Sur les petites routes vallonnées, on découvre déjà les traces de la protestation emblématique du Larzac. C'est par exemple un panneau zone militaire défense de pénétrer, raturé et rectifié par zone allouée. De 1971 à 1981, les paysans et paysannes du Larzac mènent une lutte contre l'extension d'un camp militaire sur leurs terres agricoles. Pendant et après cette lutte, différents outils se mettent en place qui permettent de gérer ensemble des ressources sur le territoire et de créer des réseaux d'entraide et de solidarité entre les fermes. Parmi eux, on a la SCTL, Société civile des terres du Larzac, et la Société civile des GFA, créée pendant la lutte pour la gestion collective du foncier agricole. On rencontre d'abord Élise, salariée de la SCTL, qui nous en parle. Alors, je m'appelle Élise H, j'ai 27 ans et je travaille au sein de la Société civile des terres du Larzac. Alors, c'est la société qui a été créée à la fin de la lutte du Larzac, puisque, comme vous le savez tous, il y avait un projet d'extension dans les années 70 du camp militaire sur le plateau du Larzac. Et donc l'État avait récupéré des terres dans le cadre de cette extension de camp militaire. Et donc s'est posé la question, à la fin de la lutte, une fois que les paysans avaient gagné leurs terres, s'est posé la question de quoi faire des 6000 hectares qui avaient été récupérés par l'État avec le projet donc, d'extension. Et pour s'occuper de ces terres, les paysans ont décidé de créer une société civile gérée par eux, pour eux, et du coup l'État met à disposition ces terres via un bail amphithéotique à la SCTL. Donc voilà, le travail de la SCTL, c'est donc de gérer ces 6000 hectares
de terres de manière collective. La SCTL gère vraiment les terres qui ont été récupérées par l'État. Et en face de ça, il y a toutes les terres qui étaient récupérées par des militants. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, parce que la lutte du Larzac, elle a quand même duré 10 ans, il y a beaucoup de collectifs qui se sont constitués pour soutenir les paysans locaux et tous les gens qui avaient rejoint le mouvement sur le plateau. Et donc petit à petit, ils ont acheté des terres. Et la société civile du GFA, donc Groupement Foncier Agricole du Larzac, regroupe toutes ces terres qui avaient été achetées par des militants. Donc forcément, les parcellaires SCTL et SCGFA sont totalement imbriqués les uns dans les autres, puisque l'objectif des militants, c'était de s'opposer à la création du camp. Donc voilà, ça fait des parcellaires très imbriqués, ce qui fait que du coup, on travaille pas mal ensemble, quoi, parce qu'on essaye d'avoir une logique commune sur les terres qu'on gère. Ces outils sont hérités de la lutte des paysans pour conserver leurs terres. On replonge dans l'histoire avec Christian Roquayrol. Comment cette lutte a abouti à la mise en place de la SCTL et de la SCGFA ? Fin 70, ou début 71, puis enfin début des années 70, on va dire, pour être précis. Les paysans du coin ont appris, et les habitants de la région ont appris à la télévision que le camp militaire du Larzac allait s'agrandir. Il allait passer de 3500 à 17 500 hectares, donc de 14 000 hectares. Et que cela allait nécessiter l'expulsion de 107 familles, je crois, au départ. Et donc ils ont réagi au quart de tour en disant mais qu'est-ce que c'est cette histoire, même s'ils sentaient que ça venait, ils ont été très surpris de la manière dont c'était annoncé. Et à cette époque-là, le Larzac commençait à se revitaliser après une période assez longue où il s'était dévitalisé, où plein de gens avaient quitté le plateau, donc il y avait beaucoup de fermes qui commençaient à être en ruine, etc. Et là, il y avait des jeunes, c'était devenu une terre d'accueil, il y avait des primes pour ça, pour des jeunes qui voulaient s'installer comme agriculteurs ici. Et c'est ces gens-là un peu qui au début ont plus réagi, ont mené un peu le début de la lutte, quoi. Mais ils ont été assez vite entendus et écoutés et suivis par tous les autres paysans qui étaient là depuis toujours et qui n'avaient pas du tout envie de partir, qui n'avaient pas du tout programmé ça dans leur vie et qui sentaient eux aussi que leurs enfants allaient reprendre, que l'agriculture se revitalisait, qu'il y avait plus de moyens, etc. Et donc ils ont assez vite fait des manifestations et assez vite fait le fameux serment des 103 que jamais on vendrait à l'armée. Donc sur les 107 fermes, il y en a quand même 103 qui ont dit que jamais ils vendraient à l'armée et qu'ils se battraient pour obtenir... Et ça a été donc le début d'une longue lutte qui a duré 10 ans, qui s'est terminée en 81, donc 71 à 81. Et qui a eu aussi besoin et qui a été soutenu par beaucoup de gens de l'extérieur. Et puis, il y a eu beaucoup de soutien dans toute la France, dans beaucoup de grandes villes. Il y avait des comités, ou même des petits villages, ça arrivait, des comités de soutien à la lutte du Larzac. Donc, c'est pour ça que cette lutte, elle a eu un retentissement assez important. Et donc, voilà, en deux mots, après, ça a été 10 ans de lutte, une lutte non violente tout le temps, et très inventive au niveau des moyens. Donc on occupait le terrain, mais en plus de ça, il y avait beaucoup de manifestations qui se faisaient un peu partout, on avait fait une marche sur Paris pendant plus d'1 mois, on était monté à pied à Paris. Il y a eu des brebis qui ont été amenées sur la Tour Eiffel au début de la lutte pour la populariser, etc. Donc il y avait... et comme c'était une lutte non violente, ça a été bien répercuté dans la population, et les gens... ont bien suivi. C'est pour ça que Mitterrand a senti ça, quoi. Il a senti que c'était populaire, quoi. Et quand Mitterrand quand s'est présenté à la présidentielle, il a assez vite promis qu'il arrêterait cette extension du camp militaire. Et donc comme il a été élu, il a respecté sa promesse, quoi, de ne pas faire le camp militaire. On n'est pas resté les bras croisés à profiter juste du fait qu'il n'y avait plus la lutte. Au contraire, on s'ennuyait un peu, donc on a fait plein de choses, quoi. On a créé la SCTL d'abord parce qu'il fallait gérer... L'armée avait acheté pendant tout ce temps-là, parce que je disais qu'on occupait des terres, des fermes qui avaient appartenu à l'armée, c'est parce qu'elles avaient été achetées à des non-paysans. C'est des familles qui avaient des terres et qui n'avaient plus de personnes dessus, etc., quoi. Et donc ils ont acheté pendant toute cette période 6800 hectares. Et à côté de ça, nous, on a créé ce qu'on appelle le GFA Larzac, Groupement Foncier Agricole du Larzac. C'était une toute nouvelle loi qui
qui était mise en place dans le début des années 70 et qui permettait de se grouper pour acheter des parts d'une ferme. Et donc on a fait un appel à militants et on a eu des milliers de gens qui ont pris des parts. Beaucoup prenaient 10 parts, c'était 1000 francs à l'époque. Beaucoup prenaient des parts à 10. 100 francs chacun, bim, ça faisait une part, il y en a un qui mettait son nom, et voilà, et c'est comme ça qu'on a ramassé dans plein de meetings, de manifestations, on a ramassé pas mal d'argent pour acheter des terres que certains propriétaires voulaient se vendre parce que voilà, il y avait ils étaient obligés de vendre pour des histoires de famille et tout, mais ils ne voulaient pas forcément vendre à l'armée, donc on s'est proposé en concurrent de l'armée pour acheter ces terres. Donc pendant que l'armée achetait 6800 hectares, parce qu'elle avait quand même plus de moyens que nous on en a acheté 1700 hectares, je crois, j'ai fait ça. Et donc tout ça, aujourd'hui, on a monté un système de gestion de toutes ces terres qui est conjoint entre la SCTL et le GFA, où on arrive à peu près à faire des baux qui sont à peu près identiques, qui sont des baux de carrière, qui permettent aux paysans d'avoir une assurance de pouvoir continuer son travail sans jamais être évincé de sa ferme. Comme ça peut arriver par ailleurs pour l'installation d'un fils d'un propriétaire, eh bien on peut dire aux paysans à la fin du bail, tac, on vous reloue pas. Donc là, il n'y a aucun souci, la personne qui a un bail est sûre de rester jusqu'à sa retraite. La SCTL est le seul office foncier en France. C'est un outil original qui permet de gérer collectivement des terres et du bâti. Comment fonctionne-t-il aujourd'hui ? Quels sont ses avantages par rapport au système classique d'accès au foncier ? Élise nous explique. Aujourd'hui, la SCTL, c'est il y a 70 associés, un peu plus, non, 90 associés. Et il y a 11 gérants. Donc l'ensemble... les gérants sont là pour gérer l'ensemble des problématiques que peut rencontrer la société. Les gérants, ils se réunissent à peu près une fois par mois. Ils sont élus par l'Assemblée générale constituée des associés. Donc peut être associé au sein de la SCTL toute personne qui a soit un bail rural, soit un bail agricole, soit un prêt à usage, puisque en plus des exploitations agricoles, certains bâtiments qui n'ont pas de terre, pour lesquels il n'y avait pas assez de terre autour, sont restés à usage, pour d'autres usages. La grande originalité de la SCTL, c'est les attributions des fermes. C'est-à-dire que quand un fermier part à la retraite et n'a personne, n'est pas au sein d'un GAEC ou autre, on passe un appel à projet, un appel à candidature pour proposer ce lieu. Et donc du coup, les candidats sont reçus par le conseil et choisis par le conseil. Les critères d'attribution, déjà tu as le projet. Ce qui est regardé, c'est le projet, la viabilité du projet. Et après, ça va être... il y a forcément des critères sur après les personnes, dans quel état d'esprit ils sont. Faut quand même... il y a quand même des idées... est-ce que ce sont des gens qui sont prêts à œuvrer pour le collectif ? C'est surtout ça la grande question, parce qu'on a tout intérêt à avoir des gens impliqués pour que la structure, elle fonctionne. Comme toute structure collective, il faut des gens qui s'impliquent, quoi. Donc voilà, c'est surtout ça les critères. Le grand plus de la SCTL, c'est quand même... on se vante. On peut se vanter d'avoir plus de paysans maintenant qu'il y a 50 ans, quoi. Donc voilà, c'est quand même le gros plus, c'est de faciliter l'accès au foncier. Les gens ne sont pas propriétaires, puisque ce qu'on a en gestion reste propriété de l'État. Et que nous, on est juste là pour les gérer. Les devoirs de la SCTL sont les mêmes devoirs que n'importe quel propriétaire, sauf qu'on n'a pas le droit de vendre les terres. Les sujets traités par les associés de la SCTL sont très variés. On a assisté à une réunion de la commission fonctionnement, chargée de mettre à jour les statuts de la structure. Mais moi, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui me gêne, mais ça, je pense que c'est un peu lié à la vision du couple. Mais en fait, moi, ça me gêne de réduire une personne à la profession de son conjoint. Pour moi, Mélanie, elle est pas agricultrice, elle est autre chose, elle a un autre métier et elle habite le Larzac. Voilà quoi. Pour moi, elle est complètement légitime d'être sociétaire, elle est complètement légitime d'être même gérante. Mais je veux pas la réduire à la profession de son mari. Et inversement,
Enfin voilà, du coup ce truc de... On les mettrait dans un collège agricole parce que leur conjoint est agriculteur, ça me gêne un peu. L'agriculture, en tout cas de la SCTL aujourd'hui, c'est des gens, les paysans là, c'est des gens qui ont aussi d'autres cordes de métier à leur arc. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens un petit peu. Autant il y a des gens qui sont non agri, qui ont des sensibilités d'agriculture ou de paysannerie, moi je dirais quand même. Et après, ça marche dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'il y a des paysans aujourd'hui, le monde agricole il évolue, et aujourd'hui il y a des paysans qui... Il y en a qui ont été même députés, ou etc. Enfin, tu vois, il y a... Ça, tu dis ça par rapport à ce qui s'accroche, là? Tu réponds à ça? Non. Non. Mais j'essaie de dire que ça se mélange et que c'est pas si... Il va avoir tout autant des agriculteurs, enfin des gens, des gérants agricoles qui vont défendre des valeurs voilà, c'est ça que je et des activités non agricoles. À la SCTL, on s'occupe aussi des échanges de parcelles entre agriculteurs, des droits de chasse, ou encore d'estimer la valeur du foncier agricole et du bâti. C'est autant de responsabilités qui sont assumées par les commissions et le conseil de gérance. Finalement, ça ressemble un peu à un conseil municipal, où on doit développer des compétences multiples. On demande à Élise ce que leur apporte cette gestion collective. C'est un super outil, c'est très... Enfin, moi je trouve ça hyper intéressant comme structure. Je trouve ça bien de redonner du pouvoir aux gens sur le lieu qu'ils vivent, savoir qu'ils sont maîtres en fait, qui prennent les décisions ensemble, mais pour eux. Et ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant, quoi. Et voir que ça fonctionne depuis tant d'années, bah, je trouve ça beau. Je trouve ça très beau. Il y a eu des moments, il y a eu des hauts et des bas, comme dans tout, enfin comme partout, quoi. Mais voilà, ça tient le coup et montrer que, bah, en fait, on est capable, en laissant aux gens du pouvoir, de faire quelque chose de cohérent, quoi. Et ça amène, enfin, ça apporte un modèle quand même bien original parce que c'est quand même un choix pour beaucoup de ne pas opter pour la propriété individuelle. Donc ça, c'est quand même un choix qui est particulier à l'heure actuelle. La SCTL est un véritable levier d'action sur la dynamique agricole du Larzac. Elle participe, par exemple, au renouvellement des générations et permet d'installer des jeunes hors cadre familial sur le plateau. À la ferme des Truelles, dont la majorité des terres appartient à la SCTL, on rencontre Florine. Elle est éleveuse de brebis depuis 5 ans et nous raconte son expérience d'installation. Après, là, en ce moment, il n'y a pas vraiment de journée type, hein. Parce que le pâturage, il dépend vraiment du temps. Donc à cette saison, on arrive encore à les sortir un petit peu le matin. Et après, on les rentre parce qu'il fait trop chaud. Je les appelle. Allez les belles! On les rentre jusqu'à la traite du soir. On les ressort après la traite du soir. Et là, on sort pour toute la nuit. Allez les filles! Vous savez bien où on va. Une fois les brebis parquées, Florine nous explique ce qui a facilité son installation sur le Larzac. Ce qui a facilité quand même le fait que le GAEC soit une des fermes de la SCTL, la Société Civile des Terres du Larzac, qui permet un accès au foncier et au bâti bien plus facile que n'importe où ailleurs en France. Plus facile dans le sens financier, hein, surtout. Donc nous, en plus, dans le GAEC, on choisit de ne jamais réévaluer les parts sociales du GAEC quand il y a un départ ou une arrivée, pour maintenir un niveau assez faible et permettre des installations. Et puis comme on est 5, ça facilite aussi le jour où il y en a un qui s'en va, ça permet, j'ai envie de dire, à n'importe qui de pouvoir s'installer avec nous. Donc il a fallu que je débourse 33 000 € à peu près pour reprendre des parts sociales du GAEC. 33 000, c'est très peu pour une installation agricole. Et après, quand on s'installe aux Truelles, on a les parts sociales et la valeur d'usage d'une maison. Et les maisons, c'est pareil. Dans le système SCTL, elles sont sous-évaluées pour permettre aux jeunes qui s'installent, qui ont déjà des investissements à faire sur leur ferme, de pouvoir avoir une maison habitable. Donc sur les Truelles, ça va de 15 000 € à
à 33 000 €, je crois, les valeurs de maison. Et comme on a le droit à une DJA, si on est bon en âge et qu'on remplit le dossier, ça nous facilite encore plus l'installation. On vous a détaillé la gestion collective du foncier sur le Larzac, mais de nombreuses autres associations et structures collectives tissent des liens sur le territoire. C'est le cas par exemple de l'AVEM, une association d'échange de savoir et de pratiques entre éleveurs et vétérinaires. Eric, un des co-gérants de la SCTL, nous en parle. Alors je suis Eric Darlet, paysan, j'ai été en brebis laitière donc, et puis j'avais déjà démarré un petit peu des choses annexes comme les huiles essentielles, et depuis 2012 où je me suis engagé à fond dans la production et la commercialisation des huiles essentielles et des hydrolats. Et donc j'ai commencé à m'en servir aussi sur le troupeau. Et c'est là que j'ai pris contact, donc j'ai un peu plus insisté avec les vétérinaires de l'AVEM, du groupe conventionné AVEM, qui veut dire Association vétérinaire et éleveurs Milavoie, de faire un travail sur l'aromathérapie vétérinaire à d'autres personnes que sur moi, avec mes collègues de l'AVEM. On évoque aussi d'autres structures collectives avec Eric, notamment pour la gestion du bois et de l'énergie sur le plateau. Depuis longtemps, la société civile a été confrontée aux problématiques dont moi-même je m'étais confronté sur la ferme, c'est-à-dire le développement des bois, et notamment du pin sylvestre. Et puis il y a une bonne dizaine d'années, on a pris un peu le taureau par les cornes au niveau de la SCTL, avec une commission bois, puisque le bois commençait à gagner énormément sur les parcours, et ça commençait à devenir une problématique, notamment aussi sur les troupeaux viande, qui pâturent beaucoup plus que les troupeaux laitiers. Et donc on s'est dit, il faut trouver une solution, et on a commencé à avoir un peu plus de moyens, et à essayer de développer un petit peu plus un travail à grande échelle, parce que là, on a sur les 6000 hectares qu'on gère au niveau de la SCTL, il y en a 2500 à 3000 qui sont que de bois. Et on a eu cette dynamique depuis longtemps. On était quand même 5 ou 6 du noyau un petit peu central de pouvoir développer ça. Et donc la SCTL étant dans l'incapacité de commercer, en fait, c'est son statut, c'est comme ça, elle a développé une association à partir de cette commission bois, qui est l'association bois du Larzac. Et parallèlement, il y a eu aussi une SAS qui a été créée pour pouvoir gérer, mutualiser des panneaux solaires que l'on a installés sur des toitures de la SCTL. Ces structures sont particulièrement nombreuses sur le plateau. On pourrait aussi citer l'APAL pour l'animation sociale et culturelle, le marché paysan pour la vente directe, ou le GIE, Groupement d'intérêt économique des Grands Causses. Elles sont le témoin de l'esprit qui s'est forgé au moment de la lutte et qui a ensuite perduré. Christian nous parle de cette émulation entre profils divers, rassemblés par la lutte. La lutte était un brassage d'idées, de gens. Et le fait qu'il y ait eu ce brassage-là, il y a eu des discussions aussi, des questionnements par l'intermédiaire de gens qui venaient de l'extérieur sur quelle agriculture vous faites. Ah bon, vous mettez des engrais, mais pourquoi vous tentez pas de la bio, pourquoi... Donc les paysans se sont posés beaucoup de questions. Et puis il y a des gens comme moi, José et quelques autres, qui sommes arrivés ici avec d'autres idées, quoi. Et on a proposé une autre façon de travailler. Et on a été regardé avec bienveillance par les éleveurs du coin qui, eux, ayant vécu cette lutte, ayant participé à ce brassage d'idées, ont pris conscience qu'on pouvait aussi remettre en question sa façon de fonctionner sur ces fermes. Je ne dis pas tous, mais enfin quand même, on était ceux qui l'ont fait. D'ailleurs, pas mal sont passés en agriculture bio, même des anciens. Et ça, c'est très important parce qu'on est sur un endroit qui est très sensible aux pollutions, parce que c'est du karst. Et le karst ne filtre rien. Donc tout se retrouve dans les nappes phréatiques et dans l'eau que les gens ici boivent. Donc c'est vachement important que l'agriculture d'ici progresse dans ce sens-là, quoi. Pour moi, ça fait partie de la dynamique, quoi, qui est partie de la suite de la lutte, où tout le monde faisait de la traite pour Roquefort. Et après la lutte, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui n'avaient pas des fermes assez grosses pour faire de la brebis, donc pour faire plutôt d'autres productions. D'autres qui sont mis à faire de la bière, d'autres qui se sont mis à faire de l'élevage pour faire du lait, pour faire des fromages. C'était le cas de Morodon et c'était le cas aussi à la Maillou où il y a des chèvres.
Et tout ça, ça sortait du schéma classique. Je suis éleveur de brebis dans le sud d'Aveyron, je traite forcément pour Roquefort, quoi. Et ça a bousculé un peu les habitudes locales, mais très vite on s'est rendu compte qu'on avait eu du nez parce que dans les années 80 et 90, Roquefort a commencé à avoir une surproduction et à limiter les producteurs de lait. Et c'était plutôt bien d'avoir de la diversification. Pour moi, c'est l'ouverture qui a été créée par la lutte, quoi. L'ouverture d'esprit, l'ouverture des rencontres. Et le sang nouveau qui était apporté par les nouveaux, les néo-ruraux, quoi, qui sont arrivés ici, quoi. Qui n'avaient pas forcément un formatage d'agriculture traditionnelle, puisqu'on n'était pas issus du milieu agricole, la plupart. Ni même on n'a pas fait d'études agricoles. Gardarem lo Larzac, nous garderons le Larzac. Voilà le slogan des paysans occitans dans les années 70. Depuis, la lutte a été gagnée, mais l'esprit militant n'a pas quitté le causse. En s'opposant aux OGM, la malbouffe ou l'extraction de gaz de schiste, le Larzac a toujours été en première ligne des combats altermondialistes et pour la promotion de l'agriculture paysanne. C'est le maillage des différentes structures collectives en agriculture qui maintient ces valeurs fortes et leur donne du poids. Le milieu agricole s'est ouvert à d'autres domaines, social et culturel notamment. Vous écoutez par exemple le groupe Garciaphone, accueilli en résidence à la ferme des Truennes. On remercie toutes les personnes qui nous ont donné du temps pour ce reportage et aux fermes qui nous ont accueillis. Le Larzac aura été pour nous un lieu inspirant par ses combats sans cesse renouvelés. On quitte mélancolique les paysages rudes du Causse pour gagner les Cévennes gardoises.